Bienvenue à ce webinaire sur les risques climatiques pour le secteur bancaire. Nous allons aborder les enjeux et défis réglementaires. Ce webinaire durera 1h15, 1h20. Il durera de 17h30 à 18h45. Ce webinaire sera animé par Monsieur Yannick Lucotte et puis par moi-même, Maxence Duhaillon. Donc, ce webinaire vous est proposé par la société Avjas Formation et puis Rectalens et Montagne Advisory. Voilà, au cours de ce webinaire, vous pourrez nous poser des questions. Ces questions, vous pouvez les poser au travers du chat. Nous y répondrons pendant le webinaire et puis également, nous prendrons 10-15 minutes en fin de webinaire pour vous présenter, pour répondre à vos différentes questions. Voilà, nous vous souhaitons un bon webinaire. Maxence, je te laisse afficher les slides peut-être. Je projette les slides. Bon, parfait, on peut démarrer. Merci à toi. Ok, merci à tout le monde. Merci d'être présent. Voilà, donc Yannick, je t'en prie, si tu peux déjà nous présenter un peu le sommaire. Oui, donc bonsoir à tous. Donc bienvenue pour ce webinaire sur les risques climatiques pour le secteur bancaire. Donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter, de vous donner un aperçu en fait de qu'est-ce qu'on appelle ces fameux risques climatiques, en tout cas ces risques liés au changement climatique pour le secteur bancaire, c'est-à-dire comment est-ce que le secteur bancaire est concerné par ces risques climatiques, comment ces risques climatiques vont venir exacerber les risques bancaires traditionnels. Ensuite, je donnerai un aperçu de l'exposition du secteur bancaire français et européen face à ces risques climatiques, en me basant notamment sur les derniers stress tests de l'ACPR et notamment de la Banque centrale européenne. Un petit point rapide mais très important sur la question des données. Aujourd'hui, c'est, je dirais, la principale limite de l'évaluation de l'exposition des banques aux risques climatiques, c'est cette question des données. Donc, je ferai un petit point sur ces données nécessaires à une bonne évaluation des risques climatiques. Et je terminerai sur ce que j'ai appelé les enjeux réglementaires, c'est-à-dire plus spécifiquement, quelles sont les exigences qui s'appliquent depuis cette année aux grands établissements bancaires européens en termes de reporting sur les risques climatiques. Donc voilà, c'est un petit peu la trame de la présentation. Donc bien sûr, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, à activer votre micro. Maxence, effectivement, gérera les slides, le suivi de la présentation et gérera aussi le timing au niveau des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez. Ce sera avec très grand plaisir que j'y répondrai. Et on gardera un petit temps à la fin pour répondre aux questions additionnelles. Le mieux, Yannick, c'est que les questions soient posées au travers du chat. On répondra à certaines questions pendant le webinaire et puis on se prendra 10-15 minutes en fin de webinaire justement pour répondre aux questions restantes. D'accord, très bien. Est-ce que tu fais une petite présentation, Maxence, en amont? Oui. Non, c'est bon, la présentation est faite. Vas-y, je t'en prie. D'accord, ok. Donc, je vais commencer en définissant ce qu'on appelle ces fameux risques climatiques ou ces risques liés au changement climatique, en distinguant deux types de risques. En tout cas, aujourd'hui, on distingue deux types de risques qu'on appelle les risques physiques et les risques de transition. Alors, ces risques physiques, en fait, on distingue deux catégories de risques physiques. Un risque assez simple, qui sont les risques de catastrophes naturelles. Alors, j'expliquerai juste après pourquoi ces risques de catastrophes naturelles peuvent impacter le secteur bancaire, parce qu'on pourrait se dire au premier abord que, effectivement, le principal secteur qui serait concerné par ces catastrophes naturelles serait le secteur de l'assurance. Mais on reviendra effectivement sur le fait que la couverture assurantielle est amenée à baisser au cours des prochaines années. Et donc, en fait, le dernier rempart, je dirais, en tout cas, le secteur qui serait touché par ricochet serait effectivement le secteur bancaire et les banques en fonction effectivement de la composition de leur portefeuille, notamment de leur portefeuille de crédit.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle les risques physiques liés aux catastrophes naturelles, ce qu'on appelle les risques physiques aigus, et on a les risques physiques chroniques. Ces risques physiques chroniques, ce sont tous les risques liés au changement climatique. Le fait que dans un futur relativement proche, on va observer effectivement une augmentation des températures, le fait que la pluviométrie va évoluer. Et donc, vous voyez que ces risques physiques dits chroniques vont effectivement impacter certains secteurs en termes de production, en termes de valeur ajoutée et en termes de rentabilité. Et effectivement, on le voit déjà tout de suite, avant de rentrer dans les détails, mais on voit déjà tout de suite que, effectivement, si certains secteurs sont touchés par ces risques physiques chroniques, hein, ces changements climatiques, bah, on voit bien qu'effectivement, ça va jouer sur le secteur bancaire, notamment en termes de probabilité de défaut, puisqu'effectivement, la rentabilité de certains secteurs ou de certaines entreprises serait très fortement impactée. Je prends un exemple très simple et très bête, le secteur de l'agriculture va être concerné par ces changements climatiques. Et certaines productions, en tout cas certaines entreprises risquent d'être très fortement exposées à ces changements climatiques et donc effectivement risquent de voir leur probabilité de défaut augmenter. Et donc vous voyez très bien que ça concernerait effectivement très spécifiquement le secteur bancaire qui verrait effectivement la probabilité de défaut d'un certain nombre de ses clients augmenter fortement et relativement rapidement. Et puis on a ce qu'on appelle le risque ou les risques de transition. Alors, ces risques de transition, c'est assez simple. C'est de faire l'hypothèse que dans quelques années, les gouvernements vont se mettre autour de la table et vont décider effectivement de converger vers les objectifs qui avaient été fixés par les accords de Paris. Et de se dire, bah, effectivement, il va falloir mettre en place des leviers de politique économique, des leviers de politique environnementale qui vont effectivement nous permettre de tendre vers un maximum de réchauffement de la planète de l'ordre de 1,5-2 degrés par rapport aux périodes pré-industrielles. Donc, vous voyez bien que quand je dis ça, j'ai en tête effectivement que demain, on va resserrer très fortement les exigences environnementales, notamment vis-à-vis des entreprises. Donc, c'est un risque qu'on appelle un risque de transition, notamment désordonné. C'est-à-dire qu'on va resserrer ces politiques environnementales très rapidement et très fortement. Et le problème, vous le voyez tout de suite, c'est que vous aurez certains secteurs ou certaines entreprises qui ne seront pas du tout prêts à affronter cette transition. Demain, vous aurez effectivement certains secteurs ou certaines entreprises qui seront encore très fortement émetteurs de CO2, qui seront encore très polluants. Et effectivement, ces secteurs, ben, on parle souvent en anglais de stranded assets, hein, c'est-à-dire, si je voulais le traduire en français, d'actifs échoués, c'est-à-dire qu'on laisserait sur le bord de la route hein, certains secteurs ou certaines entreprises, ben, tout simplement parce que ces entreprises ou ces secteurs ne seraient pas prêts demain à cette transition rapide, à cette transition brutale et à cette transition, je dirais, désordonnée hein, vers cette économie à faible intensité carbone. Donc c'est vraiment, voilà, c'est les deux types de risques hein, aujourd'hui dont on parle, risque physique aigu, risque physique chronique et risque de transition. Mais vous voyez que la nature de ces risques n'est pas du tout la même, même si j'insiste sur un point important, bien entendu, l'évolution des risques physiques, notamment des catastrophes naturelles, mais aussi des risques physiques chroniques, dépendra du type de transition que l'on fera, bien entendu. Slide suivante, s'il te plaît, Maxence. Alors, comme je le disais tout à l'heure, quand on parle de risque physique, on parle notamment de catastrophes naturelles. Et c'est vrai que quand on parle de catastrophes naturelles, le premier réflexe qui nous vient, c'est de dire oui, mais en quoi ça concerne le secteur bancaire et je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on a en tête le fait que ça concernera en premier lieu le secteur de l'assurance. Le problème, c'est quoi? C'est que dès aujourd'hui, et on le voit déjà depuis plusieurs années, c'est que les assureurs et le secteur de l'assurance a tendance à se retirer de la couverture des pertes engendrées par ces catastrophes naturelles. Notamment, de plus en plus, des pertes directes, c'est-à-dire destruction de capital, destruction d'infrastructures, destruction d'usines. On imagine bien effectivement un ouragan, des tempêtes, la montée des eaux, les inondations qui vont effectivement détruire du capital. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle les pertes directes. Et aujourd'hui, le secteur de l'assurance couvre encore relativement bien ces pertes directes. Même si, il faut savoir que depuis 1980, si vous regardez l'ensemble des pertes auxquelles a été confronté
enfin, qui ont été engendrées par les catastrophes naturelles, on a un quart des pertes qui sont au final assurées. Ça veut dire que vous avez 75% des pertes qui sont directement supportées par les contreparties, c'est-à-dire les entreprises et les ménages notamment. Et effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça exacerbe le risque sur ces contreparties, puisque ces entreprises ou ces ménages vont se retrouver sous tension suite à ces catastrophes naturelles. Juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu des enquêtes qui ont été faites par la Banque centrale américaine suite aux gros ouragans qu'ont connus les États-Unis, c'est-à-dire l'ouragan Katrina, l'ouragan Sandy. 3 ans après la catastrophe naturelle, 3 ans après ces ouragans, on avait encore 90% des entreprises, 9 entreprises sur 10, qui connaissaient des problèmes de trésorerie et qui effectivement étaient dans une situation relativement délicate. Et ce que l'on a observé aux États-Unis, c'est qu'effectivement, le secteur bancaire a vu l'approbat de défaut de ses contreparties fortement augmenté et ce secteur bancaire s'est retrouvé sous tension et a dû supporter en fait le fait qu'un certain nombre de pertes étaient au final non assurées par le secteur de l'assurance. Et notamment tout ce qui est perte d'exploitation. Ces pertes d'exploitation sont assez peu couvertes et effectivement ces pertes d'exploitation mettent sous pression à la fois les entreprises directement touchées par la catastrophe, mais aussi toutes les entreprises qui sont liées aux entreprises touchées par la catastrophe, ce qu'on appelle ces fameuses chaînes de valeur, ces fameuses chaînes d'approvisionnement. Si vos clients ou vos fournisseurs sont touchés par la catastrophe naturelle, bah, effectivement, vous êtes, en tant qu'entreprise, également touché par cette catastrophe naturelle de manière indirecte. Et donc, effectivement, on voit bien que ce taux de couverture assurantielle qui est déjà relativement faible aujourd'hui, on imagine bien que dans un futur relativement proche, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans, ce taux de couverture assurantielle va baisser de manière tendancielle. Aujourd'hui, ce que prévoit la Banque centrale européenne ou ce que prévoit le SRB, le European Systemic Risk Board, on serait à un taux de couverture assurantielle de l'ordre de 10% dans 7 à 8 ans. C'est-à-dire qu'au final, les 90% restants des pertes non assurées, ce seraient effectivement les entreprises, les ménages qui supporteraient ces pertes et donc, au final, le secteur bancaire qui serait d'autant plus exposé à ces catastrophes naturelles du fait que le secteur de l'assurance couvre de moins en moins bien ces catastrophes naturelles. Diapo suivante. Vous avez, juste pour illustrer ce que je viens de dire, vous avez ici, donc c'est une base de données qu'on appelle CatNat, qui est fournie pour la France par département. Et vous avez aujourd'hui le coût moyen de la sinistralité. Par exemple, si je prends l'aide à la lecture juste en dessous, ce sera le plus simple. Donc, vous voyez, par exemple, qu'en Gironde, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est 2019, le coût moyen des sinistres d'assurance s'élevait à environ 14 euros. 14 euros sur une année. Et vous avez, donc, avec le code couleur, l'évolution potentielle à horizon 2050 du coût de ces sinistralités, du montant de ces sinistres. Et vous voyez que dans certaines régions, dans certains départements, on serait sur une évolution comprise entre environ 200% jusqu'à près de 500%. Donc ça veut dire qu'effectivement, demain, quand je dis demain, c'est 2030, 2040, 2050, on s'attend effectivement à des catastrophes naturelles de plus en plus récurrentes, à des catastrophes naturelles dont l'intensité serait de plus en plus forte, avec des destructions de plus en plus fortes, et on s'attend donc au final à des sinistres d'assurance dont les coûts seraient de plus en plus élevés, mais surtout, au final, ces pertes seraient de plus en plus supportées directement par les entreprises ou par les ménages, et donc par ricochet par le secteur bancaire. Donc ça vous donne une idée aujourd'hui de l'évolution de ces catastrophes naturelles en France, et on voit que la région ouest est effectivement beaucoup plus concernée que la région est en France, avec bien sûr des problématiques encore très différentes sur les dom-toms, notamment dans la région, dans les Caraïbes, où vous avez effectivement, on s'attend à des catastrophes naturelles de grande ampleur en Martinique, en Guadeloupe notamment, et on l'a vu dernièrement, il y a 2 semaines en Guadeloupe, avec ces inondations massives. Donc on voit bien que l'évolution du coût des pertes engendrées par ces catastrophes va être exponentielle au cours des prochaines années, avec la problématique effectivement qu'en même temps, on observera un taux de couverture assurantielle de plus en plus faible. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les risques physiques.
Risques physiques, notamment, là, je viens de parler des risques physiques aigus, c'est-à-dire des risques de catastrophes naturelles. Et puis, j'ai dit tout à l'heure, il y a un deuxième type de risque, que sont les risques de transition. C'est-à-dire que demain, les gouvernements se mettent autour de la table, notamment en Europe, hein, on peut s'attendre à cela, et décident effectivement d'activer tout un tas de leviers de politique environnementale. Alors, quels sont les exemples? On peut penser à des taxes sur les énergies fossiles, on peut penser à des quotas d'émissions, et puis on peut aussi penser au fait qu'on va mettre sur pied un marché des droits à polluer qui fonctionnera beaucoup mieux, et donc qui tarifiera beaucoup mieux, le prix de la tonne de CO2 émise par une entreprise. C'est d'ailleurs là-dessus que se base le NGFS. Vous savez, le NGFS, c'est ce groupement de banques centrales, de superviseurs au niveau international. Et le NGFS vient de publier des nouveaux scénarios. Ces nouveaux scénarios ont été publiés en septembre 2022. Et on va s'intéresser notamment à ce qui est en vert sur le graphique de droite. Vous voyez, c'est un scénario qui nous permettrait, si on s'engageait sur les accords de Paris, qui nous permettrait de respecter une augmentation des températures de l'ordre de 1,4 degré à horizon 2050. La contrepartie, c'est quoi? La contrepartie, c'est que vous avez un prix de la tonne de CO2 sur le marché des droits à polluer qui, en 2050, atteindrait environ 700 $. Aujourd'hui, il faut savoir que le prix de la tonne de CO2, alors ça dépend des marchés dans le monde, il y a plusieurs marchés des droits à polluer. Aujourd'hui, en Europe, on est à 70 € environ. Et vous voyez, même 70 €, si on dit 700 € horizon 2050, ça veut dire que les entreprises devraient payer 10 fois plus leurs droits à polluer. Vous imaginez bien qu'une entreprise qui, lorsqu'on va mettre en place, lorsqu'on va commencer cette transition, il faut imaginer que cette transition, elle va être brutale, elle va être rapide, elle va être désordonnée. Vous imaginez bien qu'une entreprise, effectivement, qui serait très fortement émettrice de CO2, qui utiliserait énormément d'énergie fossile, cette entreprise, effectivement, se verrait imposer des prix à payer sur la tonne de CO2 qui auraient été multipliés par 10, par 15 en 20 ans, 30 ans. Donc, très clairement, vous imaginez bien que ces entreprises ou ces secteurs, quand on parle d'actifs échoués, vous imaginez bien que ces entreprises ou ces secteurs, en termes de rentabilité, la rentabilité va très fortement chuter pour ces entreprises ou ces secteurs. Donc, on le voit bien sur le petit graphique de droite, là, on a cette courbe en vert clair. Hein. On voit bien effectivement qu'on a, sous l'hypothèse du NGFS de transition désordonnée, on a à partir de 2025 et notamment à partir de 2030, une augmentation, une hausse très très rapide du prix de la tonne de CO2. Et c'est d'ailleurs, quand on parle de stress test climatique, hein, on se base sur ces scénarios du NGFS. C'est-à-dire qu'on toi, va simuler... Yannick, bon là on est sur des hypothèses, mais pour toi, ce sont des hypothèses qui vont se transformer en réalité? Alors, c'est ce que je dis, on parle beaucoup de risque de transition aujourd'hui. Ce risque de transition, peut-être que si je prends le scénario, vous voyez, hein, le scénario current policies, donc qui est effectivement en gris, vous voyez, on voit presque pas la courbe, ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne fais rien, je ne m'engage pas du tout, je ne respecte pas du tout les accords de Paris, et ça voudrait dire que j'ai une augmentation en 2050 de l'ordre de 3,2 degrés, en 2100, pardon, de l'ordre de 3,2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Vous voyez que là, dans ce cas-là, le risque de transition, il est inexistant. Par contre, les risques physiques, eux, vont, dans ce scénario-là, vont augmenter de manière de manière très forte. C'est-à-dire qu'effectivement, si on ne fait rien, le réchauffement sera tel qu'on aura effectivement des catastrophes naturelles de grande ampleur et avec des intensités beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui. Alors, est-ce que ces scénarios, ils sont crédibles? Oui, je pense. En tout cas, aujourd'hui, tous les régulateurs et toutes les banques se basent sur ces scénarios. La question, c'est à partir de quand on va resserrer la vis. C'est-à-dire à partir de quand les politiques vont effectivement décider d'aller sur un chemin de transition verte, d'économie verte. Et aujourd'hui, l'hypothèse qui est faite, c'est que ce serait soit 2025, soit 2030. Vous voyez, hein, dans le scénario vert, en 2025, on commencerait effectivement à fortement resserrer la vis des politiques environnementales avec une augmentation très forte du prix de la tonne de CO2 pour atteindre 700 $ en 2050. Donc pour moi, oui, ces scénarios, ils sont réalistes. La seule incertitude, c'est à partir de quand le prix de la tonne de CO2 ou à partir de quand ces politiques vont être mises en place.
Honnêtement, 2025, je ne crois pas trop parce qu'on est plutôt aujourd'hui dans une logique, on est plutôt dans des problématiques énergétiques. Donc, on parle de moins en moins d'environnement. En tout cas, le politique en parle de moins en moins parce qu'on a relancé des centrales à charbon, etc., pour les contraintes énergétiques que l'on a. Donc, pour moi, la seule incertitude, c'est est-ce que ce sera 2025, 2028, 2030, 2032? Mais je dirais peu importe. On sait très bien qu'on sera obligé de faire quelque chose. On va être obligé d'adopter des politiques drastiques et on sait très bien que ça va impacter très fortement les secteurs ou les entreprises qui ne seraient pas prêtes et qui seraient effectivement encore, au moment de la transition, très fortement émettrices de CO2. On peut passer à la slide. Ok. Alors, justement, comment est-ce qu'on mesure aujourd'hui ce risque lié au risque de transition? On le mesure à travers ce qu'on appelle les scopes. Donc aujourd'hui, on a une approche assez simple. Imaginez, je suis une banque. J'aimerais évaluer dans mon portefeuille corporate, dans mon portefeuille entreprise, j'aimerais évaluer le risque, mon niveau d'exposition potentielle à ce risque de transition. Ce que font les banques, ce que font les superviseurs aujourd'hui, c'est qu'ils se basent sur les émissions à travers le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Donc si je voulais dire 2 mots là-dessus, le scope 1, ce sont les émissions directes de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, ce sont les émissions liées. Typiquement, vous avez un entrepôt, vous chauffez cet entrepôt avec une centrale à fuel ou à charbon, vous émettez directement du gaz à effet de serre. Bon, au final, il y a très peu d'entreprises aujourd'hui. Le scope 1, il est relativement faible pour la plupart des entreprises, même dans le secteur industriel, même dans le secteur manufacturier. Pourquoi? Parce que ces entreprises, aujourd'hui, elles utilisent de l'électricité pour se chauffer, pour faire tourner leurs machines. Elles ne produisent pas elles-mêmes leur énergie. Donc ça rentre dans le scope 2, c'est-à-dire ce sont les émissions indirectes liées à l'énergie qu'utilise l'entreprise en question. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le scope 2, que vous soyez particulier ou entreprise, lorsque vous recevez votre facture d'électricité, vous avez en face l'équivalent tonne de CO2, en tout cas l'équivalent CO2 émis avec l'utilisation de cette électricité. Donc ça, c'est le scope 2. Très simple à calculer. Aujourd'hui, scope 1, scope 2, on a cette information pour un grand nombre d'entreprises. Le plus difficile aujourd'hui, c'est le scope 3. Le scope 3, ce sont toutes les autres émissions indirectes, à la fois en amont de votre activité, mais également en aval de votre activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le scope 3, vous allez devoir considérer toutes les émissions de CO2 liées aux importations d'intrants que vous utilisez pour votre production. Vous fabriquez des tables, vous avez besoin de bois, vous avez besoin de fer, vous avez besoin de peinture. Combien émet de CO2 la production de ces intrants? Comment sont importés ces intrants sur votre site de production? Donc ça, effectivement, vous voyez qu'il y a des émissions de CO2 qui sont liées à l'importation de ces intrants que vous allez utiliser pour votre production. Autre émission potentielle en amont, tout ce qui est déplacement professionnel, déplacement domicile-travail de vos salariés, tout ça doit être pris en compte effectivement dans le scope 3 et dans les activités amont liées au scope 3. Puis la question après qui se pose, c'est une fois que vous avez fabriqué votre table, cette table, vous allez la vendre à des clients. Où est-ce que vous la vendez? Comment vous livrez le client? Est-ce que vous le livrez en camion électrique? Est-ce que vous le livrez avec une énergie classique? Est-ce que vous le livrez à l'autre bout du monde? Ou est-ce que vous livrez des clients français? Donc, vous voyez qu'il y a des émissions indirectes qui sont liées à la livraison de votre production et puis aussi à la question du recyclage des déchets. Vous fabriquez des ordinateurs, demain, ces ordinateurs, il va falloir les recycler. Et ce recyclage, effectivement, est très polluant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le verra, le secteur recyclage des déchets est considéré comme un secteur très sensible, puisqu'effectivement, c'est un secteur qui reste très polluant. Donc, vous voyez, le scope 3 aujourd'hui, juste pour je dirais, anticiper ce que je vais présenter par la suite, aujourd'hui, ce scope 3, la plupart des entreprises ont beaucoup de mal à mesurer. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des banques, aujourd'hui, n'ont pas cette information sur le scope 3 des entreprises, des contreparties avec lesquelles elles travaillent. On va voir aujourd'hui que les banques essayent d'approximer ce scope 3. Voilà. Est-ce que Yannick, comme le calcul des coûts indirects, par exemple dans le monde du risque, est-ce qu'actuellement on arrive quand même à un niveau de sophistication élevé en termes de calcul des coûts des émissions indirectes?
Est-ce qu'aujourd'hui, on a Est-ce qu'on arrive à un niveau sophistiqué de Non, calcul des émissions indirectes ou est-ce qu'on est juste non, aux aujourd'hui, prémices? je le montrerai après, j'ai une autre slide Ok, là-dessus. Euh, euh, Aujourd'hui, on est dans de l'approximation pour environ 30% des scopes, enfin 30% des scopes 3 aujourd'hui, ce sont des scopes 3 déclarés par les entreprises. 70%, ce sont des scopes 3 estimés par les banques. d'accord. Avec, effectivement, et d'ailleurs, c'est le principal message hein, de la Banque Centrale Européenne là, dans son dernier rapport il y a 2 semaines, c'est de dire aux banques, faites un effort conséquent pour mieux approximer le scope 3 des entreprises pour lesquelles vous n'avez pas l'information. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, l'estimation de ce scope 3 est très mauvais aujourd'hui. En tout cas, il est très mal fait par le secteur bancaire. On peut passer à la slide suivante. Alors, bah, justement, c'était le Oui, juste après. Hein. Vous voyez aujourd'hui, alors ça dépend des secteurs, mais je ne vais pas rentrer forcément dans le détail. Vous voyez qu'aujourd'hui, le scope 3, enfin, le scope 3, vous êtes à plus de 80%. Hein. Donc ça, c'est les résultats du dernier stress test de la BCE. La BCE s'est rendu compte, hein, avec le reporting qu'ont fait les banques, hein, le reporting qu'ont fait les banques, la BCE s'est rendu compte qu'en fait, sur le scope 3, il y avait plus de 80% des données utilisées aujourd'hui par les banques qui étaient des données approximées. Mais sur le scope 1 et le scope 2, c'est pas très bon non plus. Hein. C'est-à-dire qu'on est quand même à 70% aujourd'hui des contreparties pour lesquelles les banques utilisent des données estimées. Avec, je ne rentrerai pas dans les détails, mais avec des modèles aujourd'hui qui ne sont pas très bons et qui ne permettent pas effectivement d'approximer correctement les vraies émissions de CO2, en tout cas les émissions de CO2 des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Donc ça, c'est un gros problème, et d'ailleurs la BCE le dit. Le principal travail là, des banques, le principal chantier les prochains mois, au cours des prochains mois pour les banques, c'est d'avoir une meilleure estimation de ces émissions de CO2 avec un problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la plupart des entreprises ne publient pas leurs émissions de CO2, ne publient pas leur scope 1, scope 2, scope 3. Donc, effectivement, c'est ça qui pose problème aux banques, elles doivent estimer ces scopes, et ces scopes, l'estimation de ces scopes est encore aujourd'hui très, très mauvaise. On peut passer à la slide suivante. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit, il y a 3 types de risques, en fait. 2 types de risques physiques, risque aigu, risque chronique, et le risque de transition. En quelques mots, je vais essayer d'expliquer comment ça joue sur les risques traditionnels des banques. Parce que l'argument que j'avance souvent, c'est de dire, attention, ces risques climatiques, ce ne sont pas des risques à part entière, mais ce sont des risques qui vont venir exacerber les risques traditionnels auxquels sont exposées les banques. Alors ces risques, c'est quoi? Il y en a 4. Risque de crédit, risque de marché, risque opérationnel et risque de liquidité. Et là, je n'invente rien. Toutes les institutions internationales aujourd'hui mettent en avant effectivement le fait que ces risques liés au changement climatique peuvent exacerber ces 4 types de risques. Alors regardons par exemple le risque de crédit. Le sait, les banques françaises, hein, leur activité principale, c'est une activité de crédit. Regardons comment ça va jouer sur ce risque de crédit. Alors si on parle du risque physique, c'est très clair. Je l'ai dit tout à l'heure, ça va jouer sur quoi? Ça va jouer sur la probabilité de défaut des contreparties, des entreprises, des ménages. Vous subissez une catastrophe naturelle, vous êtes peu assuré ou pas du tout assuré contre cette catastrophe, ben, on imagine bien que si vous êtes une entreprise, votre probabilité de défaut va augmenter. Vous êtes peu assuré et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les collatéraux, la valeur des collatéraux va également baisser. C'est-à-dire qu'imaginez l'entrepôt où les biens immobiliers de l'entreprise sont détruits par la catastrophe naturelle, on voit bien que la perte en cas de défaut va augmenter. D'ailleurs, la proba de défaut et ce qu'on appelle la LGD, hein, la loss given default, la perte en cas de défaut, ben, ce sont les 2 paramètres qui sont effectivement impactés directement par ces catastrophes naturelles. Et puis, quand on parle de risque physique plutôt chronique, c'est-à-dire bah, demain, certains secteurs qui verraient leur rentabilité fortement baisser parce qu'ils produisent moins. Alors, j'ai pris le secteur de l'agriculture tout à l'heure, mais prenez le secteur du tourisme. Le tourisme d'hiver, on sait très bien qu'il bah, y aura un taux d'enneigement qui sera très très faible dans quelques années dans les Alpes du Sud, dans les Vosges, dans les Pyrénées, dans le Massif central. On sait très bien que ce taux d'enneigement va fortement baisser. Bah, on sait très bien également donc, que de toute façon, vous aurez certaines entreprises ou certains secteurs qui verront dans ce cas-là leur rentabilité fortement baisser. Et donc on voit bien le lien ici, hein, c'est-à-dire que ça va augmenter la proba de défaut de ces contreparties, de ces entreprises.
Et puis, sur le risque de transition, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si demain, vous êtes une entreprise, vous êtes encore très émettrice de CO2, très, très polluante, sauf que demain, on vous dit, bah, le prix de la tonne de CO2, c'est plus 70 euros, mais c'est 700 euros. Bah, l'histoire n'est plus la même. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que cette entreprise, sa rentabilité va chuter très fortement et très, très rapidement. Et on voit bien qu'effectivement, ça joue sur le risque de crédit, ça joue notamment sur les deux paramètres importants que sont la probabilité de défaut et la LGD, hein, la loss given default. Autre risque, le risque de marché. Alors ce risque de marché, pour moi, c'est surtout lié au risque de transition. C'est-à-dire qu'effectivement, le risque physique, pourquoi pas sur certains secteurs, mais quand on parle de stranded assets, d'actifs échoués, on voit bien qu'effectivement, vous avez certains secteurs demain pour lesquels la rentabilité va beaucoup baisser. C'est-à-dire tous les secteurs qui seraient encore très fortement émetteurs de CO2, les entreprises qui seraient encore très fortement émettrices de CO2, on voit bien qu'effectivement, leur rentabilité va baisser. Et on imagine bien que le marché va pricer cela. C'est-à-dire que le marché, à un moment donné, va prendre en compte ce risque. Et quand on parle de pricing du risque climatique, ou en tout cas de prime de risque climatique, c'est bien cela. C'est de se dire que demain, le marché va pricer notamment ce risque de transition, et que en fait la valeur des actifs, hein, la valeur des titres de ces entreprises va très très fortement chuter, tout simplement parce que le marché va anticiper une baisse future très forte des cash flows, tout simplement. Donc ça, c'est du risque de marché. Risque quand même très important, étant donné que le marché, là, depuis quelques mois, quelques trimestres, commence déjà à pricer ce risque climatique. On voit très bien que sur certains secteurs ou pour certaines entreprises déjà très polluantes, encore très polluantes, on voit très bien que la rentabilité des titres de ces secteurs ou de ces entreprises est fortement impactée par ce pricing du risque climatique. On a ensuite le risque opérationnel. Alors ce risque opérationnel, il est surtout lié au risque de catastrophes naturelles. Effectivement, si demain vous avez des inondations massives, si vous avez des tempêtes, des ouragans, ben, vous allez avoir une partie de vos agences qui vont être touchées. Et donc, ça va représenter un coût pour la banque. Donc ça, effectivement, c'est un risque qu'on peut très bien relier hein, au risque de catastrophe naturelle. Et puis, un risque dont on ne parlait pas encore il y a quelques années. Quand je dis quelques années, c'est il y a 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, on ne parlait quasiment pas du risque de liquidité. Et en fait, on s'est rendu compte quand même, et d'ailleurs c'est la Banque des règlements internationaux qui en a parlé en premier, on s'est rendu compte qu'effectivement ce risque de liquidité pouvait être important, pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on peut avoir des phénomènes de course au guichet suite à une catastrophe naturelle. C'est-à-dire que vous allez avoir un comportement complètement, pas irrationnel, mais exacerbé des clients qui vont venir retirer une partie de leur liquidité, une partie de leur dépôt, soit pour reconstruire suite à la catastrophe naturelle, soit parce que ces clients ont une crainte que la banque ne fasse défaut, en tout cas que la banque ne fasse faillite. Juste pour vous donner une idée, hein, il y a eu au Japon, suite à un tremblement de terre, la Banque centrale du Japon a dû intervenir massivement pour injecter des liquidités dans le secteur bancaire parce qu'il y avait une fuite des dépôts qui a été très très importante. On a observé la même chose après chaque catastrophe naturelle, chaque ouragan en zone monétaire caraïbe. Ce qui veut bien dire que quand même ce risque de liquidité, il est très très important et il ne faut pas le négliger, notamment pour les banques qui seraient très fortement exposées à des catastrophes naturelles futures de plus grande ampleur et effectivement d'intensité beaucoup plus forte. Maxence, je te laisse passer à la slide suivante. Alors justement, regardons un petit peu quels sont les résultats des stress tests climatiques conduits par l'ACPR et par la BCE. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ACPR et la BCE, en tout cas l'ACPR dans un premier exercice 2020, publié en 2021, a identifié 7 secteurs sensibles. Vous les retrouvez ici. Extraction, industrie d'extraction, agriculture, produits miniers, traitement des déchets, métallurgie, coquefaction et raffinage. On va juste prendre le petit graphique de droite là, avec les petits points verts. Et puis les autres points, en fait, c'est les 13 secteurs qu'elle appelle les 13 secteurs à surveiller. C'est-à-dire, on a 7 secteurs dits très sensibles, très exposés à ce risque de transition, et puis on a 13 autres secteurs qui sont à surveiller. Yannick, juste un tout petit point, on va peut-être un tout petit peu accélérer dans la transition. Ça te convient? D'accord, très bien. Donc sur le secteur de l'agriculture, juste pour vous donner un ordre d'idée, en 2050, dans le scénario de transition soudaine, de transition désordonnée, ce que l'on voit, c'est que le secteur de l'agriculture perdrait à horizon 2050 environ
25% de sa valeur ajoutée. Et vous voyez surtout que les probabilités de défaut augmenteraient de 200% par rapport au scénario de transition ordonnée. Donc on voit bien que certains secteurs, hein, on a typiquement une augmentation très forte et très soudaine, hein, en tout cas très forte et très marquée, des probas de défaut. On peut passer à la slide suivante, Maxence, merci. Juste pour continuer sur ce point en quelques mots. Prenez le secteur mines et carrières ou le secteur agriculture. Vous avez en vert, vous avez ici les 3 entreprises les plus concernées par l'augmentation de la proba de défaut dans un scénario de transition désordonné, donc en jaune. Et en vert, vous avez cette même proba de défaut pour ces 3 entreprises au sein de chaque secteur les plus concernés, dans le cas d'un scénario de transition ordonnée, qui est un scénario qu'on ne verra jamais, puisque ça voudrait dire qu'on aurait déjà mis en place de manière graduelle des leviers de politique environnementale. Bah, regardez, vous avez des entreprises pour lesquelles la proba de défaut passe à 8,5, à 9,2, à 6,3 dans le secteur de la métallurgie, à 5,4 dans le secteur de l'agriculture. C'est énorme. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque entreprise, on aurait des entreprises qui seraient très, très, très fortement impactées par cette transition désordonnée, avec une augmentation brutale et très, très forte de la probabilité de défaut. Maxence, slide suivante. Alors ça, c'est le dernier stress test climatique de la BCE, qui a été publié en juin 2022. Ce qui est inquiétant, en fait, c'est qu'aujourd'hui, alors je vais résumer ce graphique en quelques mots. Si vous prenez aujourd'hui les grandes banques européennes, ce qui est marqué ici GSIB, ces fameuses Globally Systemically Important Banks, aujourd'hui, vous voyez que ces banques-là génèrent 50% de leurs revenus d'intérêt à partir des 22 secteurs les plus émetteurs de CO2. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui à travers ce graphique, en moyenne, vous voyez que la majorité des banques, quel que soit le business model des banques, génèrent entre 50 et 70% de leurs revenus d'intérêt à partir des 22 secteurs les plus émetteurs de CO2. Ce n'est pas très bon signe parce que ça veut dire qu'effectivement, ces banques européennes sont encore très exposées, sont très dépendantes de ces secteurs fortement émetteurs de CO2. Et donc, leur revenu, la structure de leurs revenus est très concentrée sur ces 22 secteurs fortement émetteurs de CO2. On peut passer à la slide suivante. Alors, je vais nuancer quand même, en quelques mots. Ici, vous avez ces 22 secteurs. Vous avez en orange, donc c'est le graphique de droite, c'est l'échelle de droite qui va de 0 à 3500. Vous avez en orange la médiane du scope, c'est-à-dire scope 1, scope 2, scope 3. Vous prenez toutes les entreprises du secteur, c'est quelle est la médiane des émissions de CO2 au sein de ce secteur. Et en bleu, vous avez, donc c'est l'échelle de gauche, le pourcentage des revenus qui sont dégagés par les banques européennes sur ce secteur. Ce que l'on voit, et donc vous voyez les secteurs qui sont à gauche, ceux où on a les petits points orange les plus élevés, ce sont les secteurs les plus émetteurs de CO2. Ce que l'on voit, c'est que globalement, les banques européennes génèrent des revenus importants sur ces 22 secteurs. On l'a dit tout à l'heure, entre 50 et 70%. Toutefois, ce qui est plutôt rassurant encore aujourd'hui, c'est que les revenus qu'elles génèrent sur ces 22 secteurs sont surtout concentrés sur les secteurs là ici à droite, c'est-à-dire les secteurs qui ont les petits points orange les plus bas, c'est-à-dire les secteurs qui sont relativement les moins émetteurs de CO2. Donc ça vient quand même nuancer, le graphique juste avant, et ça c'est un des résultats importants du stress test climatique de la BCE. Slide suivante. Donc, si on conclut sur ces stress tests climatiques, il y a une chose importante, c'est de dire oui, le secteur bancaire européen, le secteur bancaire français est aujourd'hui quand même fortement exposé à ces risques climatiques. Alors, je ne vais pas présenter bien sûr tous les résultats, mais exposé au risque de catastrophes naturelles, au risque physique chronique, mais également au risque de transition. Et la BCE a décidé quoi, en tout cas dans son discours qu'elle fait aujourd'hui, elle donne aux banques jusqu'en 2024 pour intégrer pleinement les risques climatiques dans leur gestion des risques, dans leur cadre de gouvernance de gestion des risques. Et la BCE prévoit même assez rapidement, quand je dis assez rapidement, ce sera à horizon 2024, d'intégrer dans ses évaluations
dans ce qu'on appelle le SREP, hein, le Supervisory Review and Evaluation Process. La BCE prévoit même d'intégrer dans le calcul des exigences en fonds propres au titre du pilier 2, d'intégrer ces fameux risques climatiques. Ce qui veut dire que demain, effectivement, le superviseur considérera ces risques climatiques comme des risques à part entière et exigera du secteur bancaire, effectivement, des fonds propres additionnels pour renforcer la résilience des banques face à ces risques climatiques. On peut passer à la slide suivante. Un point important, je vais juste dire 2 mots, c'est cette question, effectivement, des données. Aujourd'hui, ce qui est critiqué par la Banque centrale européenne et les superviseurs, c'est que les banques n'ont pas les données adéquates pour effectivement mesurer correctement leur exposition aux risques climatiques. Et effectivement, donc on peut passer à la slide suivante, Maxence. Hein. Ici, vous pourrez revenir sur cette slide par la suite. Vous avez un aperçu des données qu'il faudrait dans l'idéal pour évaluer correctement l'exposition du portefeuille d'une banque au risque climatique, que ce soit risque de transition ou risque physique. Et vous voyez, je vais juste dire peut-être 2 mots, mais sur le risque de transition. Le risque de transition, aujourd'hui, c'est bien joli de dire, oui, je prête à une entreprise très polluante. Et je dis, bah, regardez, je suis fortement exposé. Oui, mais rien ne me dit que cette entreprise ne peut pas évoluer vers des technologies beaucoup moins polluantes et donc être beaucoup moins exposé à l'augmentation du prix de la tonne de CO2 à horizon 5 ans, 8 ans, 10 ans. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'il manque surtout aux banques, ce sont des données sur les entreprises et notamment sur leur degré d'adaptabilité, leur degré d'évolution vers des technologies moins polluantes. Et qui dit technologie moins polluante dit effectivement des entreprises ou des secteurs qui seront beaucoup moins exposés à ce risque de transition. Et donc, ça veut dire pour les banques une exposition moindre vis-à-vis de ces entreprises ou vis-à-vis de ces secteurs. Yannick, oui. Yannick, juste une petite question. Est-ce que le régulateur commence à demander aux différentes banques ce type en tout cas ce type d'approche, mais également ce type de données? Alors, ce que dit le régulateur, si vous regardez un petit peu les technical standards de l'EBA, de l'autorité bancaire européenne, le régulateur reste pour l'instant très flou. C'est-à-dire qu'il laisse des marges de manœuvre très importantes aux banques. Mais quand même, la BCE l'a rappelé il y a 2 semaines, la BCE dit très clairement, c'est l'effort principal sur lequel, effectivement, vous allez devoir appuyer, c'est-à-dire collecter des données de plus en plus granulaires et collecter des données qui vous permettent de modéliser de mieux en mieux votre exposition au risque climatique. Pour bien répondre à ta question, Maxence, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, je suis une banque française. J'accorde un crédit à une entreprise localisée, dont la maison mère est localisée à Paris. Rien ne me dit que cette entreprise n'a pas des sites de stockage ou des sites de production qui soient localisés dans des zones fortement exposées aux catastrophes naturelles, typiquement la côte ouest ou le sud de la France. Aujourd'hui, les banques n'ont pas du tout les données sur la géolocalisation précise des sites de production et de stockage. La BCE, et d'ailleurs c'est un des points ici, regardez, si vous allez à droite sur ce graphique, vous avez ici, données géographiques, pardon, vous avez localisation des actifs physiques et des chaînes de valeur et d'approvisionnement à un niveau très granulaire. Donc le superviseur aujourd'hui demande effectivement aux banques de faire un effort plus que conséquent pour avoir des données de plus en plus granulaires, pour être capable effectivement de modéliser au mieux leur exposition au risque physique, mais également au risque de transition. Et honnêtement, sur le risque de transition, c'est également très compliqué. Parce que c'est bien joli de dire, oui, le prix de la tonne de CO2 va augmenter de x10, x15, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il faut faire des hypothèses derrière sur comment ça va impacter la productivité de l'entreprise et sa rentabilité. Et on voit bien que l'impact sera très différent suivant les secteurs, suivant le type de production. Typiquement, dans le secteur des services, l'impact ne sera pas du tout le même que dans le secteur manufacturier. Donc, on voit bien que derrière, ça suppose d'avoir des données et de faire des hypothèses sur comment, effectivement, ces différents aspects liés au risque climatique vont impacter la rentabilité de certains secteurs ou de certaines entreprises.
On peut passer à la slide suivante. Donc, je vous ai indiqué ici, et vous pourrez revenir là-dessus, on a quand même le NGFS qui très récemment, c'est-à-dire quand je dis très récemment, c'est il y a 4 semaines, 5 semaines environ, a quand même publié sur son site ce qu'il appelle le Climate Impact Explorer, donc qui permet effectivement, qui fournit pour tous les pays du monde, à un niveau régional, c'est-à-dire pour chaque région de chaque pays, qui fournit tout un tas d'indicateurs sur les risques physiques, c'est-à-dire les risques physiques aigus et chroniques, inondations, chaleur, assèchement des sols, etc., en fonction des scénarios de transition du NGFS. Donc effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, les risques physiques sont très corrélés au type de transition. Et donc c'est ce que je dis ici, ça c'est une véritable mine d'or pour les banques aujourd'hui, pour évaluer de manière encore beaucoup plus granulaire leur exposition aux risques physiques à un niveau beaucoup plus granulaire, comme je disais, c'est-à-dire à un niveau région. Et on descendra certainement en dessous dans quelques années à un niveau encore beaucoup plus granulaire. Donc je vous laisse consulter cela si vous êtes intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pourrez revenir vers moi par la suite à l'issue du webinaire. Slide suivante, s'il te plaît, Maxence. Alors, je voulais terminer cette présentation quand même par les enjeux réglementaires. Alors, je vais en dire quelques mots, on peut passer à la slide suivante. Je ne vais peut-être pas présenter dans le détail tout ce que j'avais prévu, mais ce que je veux dire par là, c'est que le régulateur a avancé très rapidement sur le sujet. Le régulateur a avancé très rapidement en mettant le secteur bancaire au cœur de cette question-là. Quand je dis au cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va évaluer l'exposition de chaque banque aux risques climatiques, physiques et de transition, mais il va aussi chercher à évaluer l'implication de chaque banque dans le financement de la transition énergétique. À travers quoi notamment? À travers la taxonomie verte européenne. Cette taxonomie verte européenne, elle a déterminé 6 objectifs. Aujourd'hui, en 2022, il y en a 2 qui ont été adoptés, atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique. Les 4 autres que vous voyez ici, prévention et réduction de la pollution, transition vers une économie circulaire, les questions de biodiversité, les questions de protection et de durabilité des ressources. Ces 4 autres objectifs rentreront en vigueur l'année prochaine à partir du 1er janvier 2023. Alors ces objectifs, excusez-moi, on peut passer à la slide suivante, ces objectifs, ils servent à quoi? En fait, ils servent à analyser aujourd'hui, à évaluer dans quelle mesure les financements qu'accorderait une banque sont alignés ou non avec la taxonomie verte européenne. Donc je vais faire simple, et ça veut dire quoi? Je suis une banque, j'accorde un crédit à une entreprise. Je vais devoir évaluer dans quelle mesure ce crédit que j'accorde à cette entreprise, quel est l'objet de ce crédit, et est-ce que ce crédit, effectivement, est aligné avec la taxonomie verte européenne? Est-ce que ce financement, en fait, il est vert ou il est marron? Alors, comment est-ce que l'on va faire? On va avoir 3 étapes. La première étape, c'est ici ce que j'appelle l'étape 2, puisque l'étape 1, c'est est-ce que l'activité est couverte ou non par la taxonomie? Ce n'est pas très important. Mais si elle est couverte, je vais devoir passer à l'étape 2. Donc, effectivement, cette étape, c'est quoi? Je vais regarder dans quelle mesure le financement que j'accorde à cette entreprise, dans quelle mesure, effectivement, ce financement contribue à un ou plusieurs des 6 objectifs environnementaux que je présentais juste avant. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape et deuxième question que je me pose, c'est le principe du DNSH, du Do Not Significantly Harm. Ça veut dire quoi? C'est est-ce que ce financement que je suis en train d'accorder à telle entreprise, alors oui, peut-être qu'il contribue à un ou plusieurs objectifs environnementaux édictés par la taxonomie européenne, mais la deuxième question, c'est est-ce qu'il ne remet pas en cause significativement les autres objectifs? Et pour qu'un financement, une ligne de crédit soit classée comme alignée avec la taxonomie, il faudra effectivement que cette ligne de financement ne remette pas en considération, en cause, les 5 autres objectifs de la taxonomie. Et puis la dernière étape, c'est de se poser la question, est-ce que l'entreprise respecte les garanties minimales en matière de gouvernance, en matière de droits de l'homme, en matière de protection du travail, édictées notamment par l'Organisation mondiale du travail. Mais vous voyez, hein, contribuer à l'un des 6 objectifs et ne pas remettre en cause significativement les 5 autres. On peut passer à la slide suivante.
Alors, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, effectivement, je vais résumer, hein, aujourd'hui, le régulateur, le superviseur depuis cette année, demande effectivement, donc ce sera fin décembre 2022, va demander aux banques, aux plus grandes banques européennes, de reporter à la fois leur exposition au risque climatique et leur implication dans le financement de la transition énergétique. Donc vous avez 7 templates qui sont liés effectivement à l'exposition des banques au risque climatique et vous avez 3 templates qui sont liés que les banques devront calculer, notamment à travers ce fameux Green Asset Ratio qui en fait est le degré de verdicité des financements accordés par la banque, si je voulais faire simple. Ben, on aura 3 templates spécifiques sur l'implication de la banque dans le financement de la transition énergétique. Vous voyez, on place bien la banque au cœur de la question, c'est-à-dire à la fois son exposition au risque climatique, mais aussi son implication dans le financement de la transition énergétique. Et enfin, les banques devront également faire un exercice de reporting de manière, cette fois-ci, qualitative sur leur risque ESG en termes de gouvernance, en termes de stratégie et en termes de modèle d'affaires. Donc effectivement, en plus de cela, elles devront reporter, faire un exercice de reporting sur leur risque ESG, mais cette fois-ci d'un point de vue qualitatif. On peut passer à la slide suivante. Donc vous avez, bon, voilà, vous avez le résumé hein, aujourd'hui de ces templates. Hein, vous avez 10 templates qui sont demandés de manière homogénéisée par l'autorité bancaire européenne et ces templates devront être complétés par le secteur bancaire avec, vous voyez, 6 templates pour évaluer l'exposition au risque de transition des banques, à la fois sur le portefeuille de titres, le trading book, à la fois sur le banking book, un template sur le risque physique qui concerne uniquement aujourd'hui le portefeuille bancaire, et enfin 3 templates, dont 2 templates qui sont liés à ce fameux Green Asset Ratio. On peut passer à la slide suivante. Et ces différents templates seront demandés à partir de quelle période? Alors, Parce qu'il y a déjà... oui, alors j'allais y venir juste après, mais j'anticipe peut-être ce que j'allais dire après. Alors, cette taxonomie, elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Elle s'applique aux établissements bancaires, les plus gros établissements bancaires, mais aussi aux plus grandes entreprises, aux sociétés d'assurance, aux sociétés d'investissement. Donc, elle s'applique à un périmètre beaucoup plus large que ce que je viens de dire, hein, pas simplement les banques. Cette année, que devront reporter les banques? Parce que les banques sont concernées effectivement par ce template fourni par le BA. Cette année, à la fin de cette année, elles devront simplement reporter leur éligibilité, l'éligibilité de leur portefeuille, c'est-à-dire la couverture de leur portefeuille par la taxonomie verte européenne. À partir de l'an prochain, elles devront reporter tous les 6 mois ces différents templates au régulateur et prouver vis-à-vis du régulateur qu'elles apprécient, en tout cas qu'elles estiment de manière correcte, hein, leur exposition au risque climatique, ce qui leur permet effectivement de compléter ces templates et de mesurer de manière efficace leur exposition au risque climatique. Mais ça va s'appliquer de manière graduelle, c'est-à-dire que à partir de l'année prochaine, tous les 6 mois, reporting des templates, et à partir de 2024, on va rajouter des exigences, notamment sur tout ce qui est frais et commissions, sur tout ce qui est garantie qu'accorderaient les banques. On va demander aux banques, effectivement, de calculer l'alignement avec la taxonomie verte sur tout un tas d'autres sources de revenus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, en fait, l'application va se faire de manière progressive. Dès cette année, avec l'éligibilité, l'étude de l'éligibilité du portefeuille avec la taxonomie verte. L'année prochaine, ces templates qui devront être complétés de manière très précise. Et jusqu'en 2026, on aura une montée en puissance des exigences en termes de reporting. On peut passer à la slide suivante. Donc, on a notamment ce fameux KPI, ce qu'on appelle le Key Performance Indicator, hein, qui est le principal KPI aujourd'hui demandé, ce fameux Green Asset Ratio. Ce Green Asset Ratio, c'est très simple. Il mesure le degré de verdicité d'une banque, c'est-à-dire quel est l'effort que fait une banque dans le financement de la transition énergétique. C'est très simple, aujourd'hui, ce Green Asset Ratio, il vise à mesurer quoi? Il vise à mesurer sur l'ensemble des financements qu'a accordé une banque, quelle est la part de ces financements qui est alignée avec la taxonomie européenne. Si vous avez un Green Asset Ratio de 40%, ben ça veut dire 40% de vos flux de financement que vous avez accordés au cours des 6 derniers mois
40% sont alignés avec la taxonomie européenne. Donc, 40% de vos financements que vous avez accordés, des financements que vous avez accordés, peuvent être considérés comme verts au titre de la taxonomie. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ces KPI, le Green Asset Ratio, il concerne quoi? Il concerne les expositions sur les entreprises non financières, les expositions sur les entreprises financières, les prêts immobiliers résidentiels, les prêts automobiles, les financements de logements à destination des administrations locales, mais également tout ce qui est sûreté immobilière commerciale. Et ça va monter en puissance à partir de 2024, puisqu'on va avoir en plus de cela 4 sous-KPI additionnels, je l'ai dit tout à l'heure, notamment avec, on va demander aux banques de calculer leur Green Asset Ratio sur les frais et les commissions qu'ils gagneraient sur leur activité, hors activité de crédit. Donc, vous voyez, on va monter en puissance à partir de 2024 hein, et de manière graduelle jusqu'en 2026. On peut passer à la slide suivante. Donc, vous avez ici le calendrier d'application. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, hein, appliqué dès cette année, hein, depuis le 1er janvier 2022, les 2 premiers objectifs de la taxonomie verte européenne sont entrés en vigueur. À partir du 28 juin 2022, entrée en application des exigences ESG pilier 3, c'est-à-dire avec une exigence de transparence et de communication sur les risques ESG, donc à travers ce qu'on appelle les déclarations de performance extra-financière, ce qu'on appelle le NFRD en anglais et le DPEF en français, hein, la déclaration de performance extra-financière. Et à partir de janvier 2023, montée en puissance, on va appliquer les 4 autres objectifs de la taxonomie verte européenne. Et puis effectivement, fin 2023, les établissements devront reporter l'ensemble des templates que j'ai montrés tout à l'heure. Et puis, fin de la période transitoire, juin 2024, avec notamment l'intégration obligatoire dans l'évaluation des risques climatiques de ce fameux Scope 3. Aujourd'hui, vous avez des banques hein, qui estiment leur exposition au risque de transition en ne considérant pas le Scope 3 parce qu'elles n'ont pas les datas. À partir de juin 2024, ce ne sera pas possible. Les banques devront explicitement intégrer le Scope 3 dans l'analyse de leur exposition au risque de transition notamment. On peut passer. Voilà. Donc, vous avez ici les sous-KPI additionnels dont je parlais tout à l'heure. Je ne vais pas en parler plus. Hein. Donc, les sous-KPI sur tout ce qui est garantie financière, actifs sous gestion de la banque, frais et commissions perçus, et puis aussi le KPI Trading Book, hein, c'est-à-dire dans votre Trading Book, dans votre portefeuille de négociation, si je voulais le traduire en français, dans votre portefeuille de négociation, quelle est la part d'actifs divers, c'est-à-dire alignés avec la taxonomie, et quelle est la part d'actifs marrons non alignés avec la taxonomie. Donc, vous voyez, on va demander des exigences de reporting et de transparence de plus en plus importantes. On peut passer. Donc ça, c'est les exigences quantitatives. Et puis, vous avez aussi des exigences qualitatives. J'en parlais tout à l'heure. Si vous regardez les templates, vous avez les 10 templates quantitatifs et vous avez 3 templates qualitatifs qui portent, eux, de manière beaucoup plus large sur ce qu'on appelle les risques ESG. Donc, vous avez un template sur le risque environnemental, un template sur le risque social et un template sur le risque de gouvernance. Et puis, à chaque fois, vous avez 3 catégories d'informations qui doivent être reportées par les banques d'un point de vue qualitatif. Au niveau de la gouvernance et de l'organisation, comment ces risques, ces 3 types de risques sont pris en compte. Au niveau du business model et de la stratégie de la banque, comment ces 3 types de risques sont pris en considération. Et de manière encore plus spécifique, comment la gouvernance au niveau de la gestion des risques prend en considération le risque environnemental, le risque social et le risque de gouvernance. Et surtout, est-ce qu'il y a des modèles d'évaluation? Est-ce qu'il y a des données fiables pour évaluer cela? Donc, les banques devront effectivement faire cet exercice de reporting d'un point de vue qualitatif vis-à-vis du régulateur. Donc, juste en 2 mots, il me reste quasiment plus de temps, en 2 mots, pourquoi tout ça c'est important? Je l'ai dit tout à l'heure, ces exigences, en tout cas cet effort que vont devoir faire les banques hein, pour aller vers davantage de financement de la transition énergétique, davantage de financement de l'économie verte, davantage de financement aligné avec la taxonomie, en fait, il y a 2 raisons. La première, je l'ai dit, hein, c'est que la Commission européenne prévoit très, très rapidement
d'intégrer dans le cadre du CRD6, hein, donc dans le cadre de ce texte de loi, hein, de ce règlement, de cette directive, pardon, prévoit d'intégrer très rapidement un volet exigence en fonds propres pour risque climatique. Donc, effectivement, c'est un point très important. Et puis, au-delà de ça, au-delà de cet aspect purement réglementaire, il y a aussi un aspect lié à la politique monétaire. C'est-à-dire que ce que prévoit la Banque centrale européenne, et je peux en parler puisque je participe aux discussions aujourd'hui sur les évolutions potentielles liées à la finance verte, en tout cas au risque climatique et à la lutte contre le changement climatique au sein de la politique monétaire. Ce que prévoit de faire la BCE très rapidement, quand je dis rapidement, c'est 2025-2026, mais c'est demain, hein, elle prévoit de conditionner l'accès au refinancement des banques. Quand je dis conditionner, ça veut dire à la fois en termes de liquidité offerte, mais aussi en termes de coût de cette liquidité, de taux directeur. La BCE prévoit effectivement un modèle où on aurait plusieurs taux de refinancement, ce fameux taux refi, hein, ce taux de refinancement ou ce taux directeur. Elle prévoit effectivement de fixer plusieurs taux directeurs, un taux directeur relativement faible pour les banques qui auraient joué le jeu et financé la transition énergétique, et un taux d'intérêt beaucoup plus élevé pour les banques, effectivement, qui auraient un green asset ratio relativement faible et donc qui n'auraient pas joué le jeu dans le financement de la transition énergétique. Ces banques auraient un accès aux liquidités plus difficile et surtout à un coût plus important, avec un taux directeur effectivement plus élevé. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup voilà, pour répondre à toutes les questions. J'ai vu qu'il y a on va passer aux questions. Donc, il y a quelques questions dans le chat auxquelles je vais répondre. Donc, Olivier pose la question, en cas de financement, l'affectation de celui-ci est à reprendre dans le scope 3. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais l'idée aujourd'hui, c'est les banques vont devoir faire des choix en termes de financement. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les banques vont être confrontées à un arbitrage, notamment dans la logique d'exposition au risque climatique. Est-ce que je finance cette entreprise? Si je la finance, quelle est mon exposition de risque sur cette entreprise qui est plus ou moins exposée au risque physique ou au risque de transition? Et puis, bien sûr, intégrer effectivement le scope 3 dans l'analyse. C'est-à-dire que ce scope 3, vous voyez bien qu'en fonction des émissions de gaz à effet de serre, de CO2 de cette entreprise, vous imaginez bien que plus l'entreprise est émettrice de CO2, plus elle a de chances de ne pas être alignée avec la taxonomie européenne et donc plus elle a la chance de venir dégrader, effectivement, mon green asset ratio vis-à-vis du superviseur. Mohamed a posé une question, comment sont calculés les probas de défaut? Les probas de défaut, c'est des modèles. Vous avez raison de poser la question, Mohamed, parce que c'est une question très importante et qui se pose aujourd'hui de manière très importante, très prégnante au sein du secteur bancaire français et européen. C'est comment avoir une proba de défaut ajustée des risques climatiques. Aujourd'hui, je vais donner une réponse très claire et très simple. On en est au tout début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on reprend les modèles de proba de défaut de credit scoring, hein, c'est-à-dire des modèles de proba habituels, Logit, Probit, hein, et on intègre, on considère un modèle augmenté, c'est-à-dire qu'on intègre dans ce modèle des variables extra-financières, et parmi ces variables extra-financières, on intègre un certain nombre de variables liées à l'exposition de cette entreprise aux catastrophes naturelles potentielles futures, à l'exposition de cette entreprise au risque de transition en fonction de ses émissions de CO2. Donc aujourd'hui, on est sur des modèles honnêtement qui sont très simples. Si vous êtes intéressé, je vous laisserai de toute façon mon adresse mail à l'issue de la formation. Je vous la laisse d'ailleurs tout de suite dans le chat, comme ça vous pourrez la retrouver. N'hésitez pas à me poser des questions par mail. Je peux vous envoyer de la doc, je peux vous envoyer des petites vidéos qui traitent de ce point-là, mais honnêtement, on en est au tout début. Hein. On en est vraiment au tout début sur l'intégration de ces critères extra-financiers, notamment de ces critères liés au risque climatique, dans l'estimation des probas de défaut.
Alors oui, Olivier, donc vous revenez sur le financement, vous revenez sur le financement et le calcul du Green Asset Ratio. Oui, dans ce Green Asset Ratio, ce n'est pas simplement les financements accordés aux entreprises, que ce soit sociétés non financières ou sociétés financières. C'est également les financements accordés aux particuliers, notamment tout ce qui est financement prêt immobilier et prêt auto, qui sont considérés aujourd'hui dans le calcul du Green Asset Ratio. C'est-à-dire que les banques vont devoir, et elles commencent déjà, elles vont devoir mettre en place des process très clairs pour évaluer, lorsqu'elles font une offre de crédit à un client, pour évaluer typiquement le diagnostic de performance énergétique du bien qu'elle finance, le type de voiture qu'achète le client et donc le type de voiture qui est en train de financer la banque. Donc oui, ça ne concerne pas simplement les entreprises, ça concerne également, bien entendu, les particuliers. Chantal pose également une question. Pour le moment, on parle de reporting au sens du pilier 3, que le BA appelle en fait effectivement le disclosure, hein, c'est le NFRD, le Non-Financial Reporting Disclosure. Mais avez-vous de la visibilité sur l'impact sur le reporting et l'exigence des fonds propres au titre du pilier 1? Aujourd'hui, les discussions, il n'y a aucune discussion sur le pilier 1, pour une simple et bonne raison. J'imagine mal demain mettre en place des exigences en fonds propres, parce que quand on parle de pilier 1, on est surtout sur des exigences en fonds propres qui concerneraient l'ensemble du secteur bancaire. Même si ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a effectivement les fameux GSIB, hein, ce coussin de sécurité au titre du fait que je sois GSIB ou DSIB, mais on imagine plutôt quelque chose qui se fasse au titre du pilier 2, c'est-à-dire effectivement le superviseur, chaque année, en fonction des résultats des stress tests climatiques, va demander de manière individuelle à chaque banque des exigences en fonds propres additionnelles plus ou moins importantes en fonction de son exposition au risque climatique. Mais voyez, on est bien ici dans l'idée de risque, hein, donc on n'est même pas sur l'idée du Green Asset Ratio, là on est vraiment sur les templates liés au risque. Le Green Asset Ratio, c'est plutôt demain comment j'incite les banques à davantage financer la transition énergétique. Est-ce que je leur fixe une target? Et bien sûr, les deux sont liés, c'est-à-dire que plus vous financez les activités vertes, normalement, moins dans le futur, vous serez exposé aux risques physiques ou aux risques de transition. C'est très clair. Mais aujourd'hui, on voit bien que ces deux natures de risques, hein, complètement différentes. Vous avez les vrais risques climatiques qui, eux, devront faire, et c'est ce que dit la BCE, devront faire l'objet d'exigences en fonds propres additionnelles au titre du pilier 2. Et puis, vous avez cette idée de comment j'incite le secteur bancaire à davantage financer la transition énergétique. La première étape, c'est de fixer effectivement un Green Asset Ratio, en tout cas de définir un Green Asset Ratio tel que l'a fait le superviseur. Ensuite, potentiellement de fixer des targets, des objectifs. Et puis, demain, comme je le disais, c'est-à-dire de conditionner le refinancement des banques auprès de la Banque centrale en fonction du respect ou non de cette target. Tu as respecté la target, l'objectif en termes de Green Asset Ratio, je te finance avec un taux directeur de tant de pourcents. Tu n'as pas respecté la target, je te mets un supplément de coût de financement de tant de points de base. Donc, on en est plutôt là aujourd'hui en termes de réflexion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'y réponds avec plaisir. Maxence, il y avait une question sur le fait... Oui, il y avait peut-être une dernière question sur en lien avec le calcul des fonds propres. Oui. Ah, il y a une dernière question que je n'ai pas vue dans le chat, c'est ça? Oui, tout à fait. Une question de Chantal sur... c'est ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire effectivement, ces fonds propres aujourd'hui se feront, en tout cas les exigences en fonds propres additionnels potentiels, on n'en est pas encore là, hein, c'est vraiment des discussions qui sont sur la table, se feront non pas au titre du pilier 1, mais certainement du pilier 2. C'est-à-dire qu'on aurait une réévaluation chaque année de l'exposition des banques au risque climatique à travers les exercices de stress test. Mais Chantal, c'est vrai que la première étape, hein, qui va être très rapide, et c'est ce que demande déjà la BCE, là, dans son rapport il y a 2 semaines, elle demande aux banques de manière beaucoup plus explicite d'intégrer les risques climatiques dans leur exercice d'ICAP, donc dans leur exercice d'auto-évaluation interne des fonds propres. Donc ça, c'est la première étape, auto-évaluation interne des fonds propres en prenant en compte les risques climatiques. Et puis, la deuxième étape, ça voudra dire effectivement des exigences réglementaires, notamment ce qui est prévu au titre du pilier 2, en exigeant des fonds propres additionnels
individualisé pour chaque banque en fonction de son exposition, de l'exposition de chaque banque à ces risques climatiques. Est-ce Bon, qu'il y a Yannick, écoute. d'autres questions? Alors, Maxence, il y avait une question sur le fait, est-ce que l'on peut envoyer les slides aux Tout à fait. participants? Alors, OK. pour répondre à cette question-là, vous allez effectivement recevoir au plus tard lundi l'ensemble des slides et vous aurez également les coordonnées de Yannick. Vous pourrez, si vous avez des questions techniques, lui poser les différentes questions. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire. Nous avons tenu le timing, il est quasiment 18h45. Merci beaucoup à Yannick pour son intervention qui était très intéressante et puis bien structurée. Voilà, merci également à l'FG. Merci à tous en tout cas. N'hésitez pas si vous souhaitez de la documentation additionnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Dites-moi exactement ce que vous souhaitez. On peut échanger par mail et dans un premier temps, je peux vous envoyer de la doc plus ou moins technique en fonction de vos besoins. En fait, voilà. Donc n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous. Merci Maxence pour l'organisation de ce webinaire. Merci Karim pour l'organisation également. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers moi par mail. Ce sera avec très grand plaisir. Merci Yannick, et j'en profite également pour souligner le rôle de la FGS Formation et de Montaigne Advisory qui sponsorise chaque mois ces webinaires. Nous vous donnons rendez-vous en décembre sur le prochain webinaire qui sera en lien avec la cybersécurité. Voilà, excellente soirée à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, très belle soirée. Merci Yannick. Au revoir. Au revoir. Merci.